Le 10 février 2007, dans la ville glaciale de Munich, un discours prononcé en toute sobriété allait semer les graines d'un bouleversement mondial. Ce jour-là, devant une assemblée de hauts dignitaires, de généraux, d'agents secrets et de chefs d'État en costume sobre, Vladimir Poutine, alors président de la Russie, allait déclencher ce que certains considèrent aujourd'hui comme le véritable acte de naissance d'une guerre de l'ombre. Un discours, long d'une vingtaine de minutes, apparemment diplomatique, mais truffé d'un code. Une série de phrases, de références, de non-dits, qui, une fois décodés, révèlent un message bien plus inquiétant. Une prophétie cachée, une revanche planifiée, et une guerre silencieuse déjà en marche. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, vous ne l'avez sans doute jamais entendu ailleurs. Car si vous croyez que le conflit en Ukraine, les tensions croissantes avec l'OTAN ou l'effondrement progressif des équilibres mondiaux sont le fruit du hasard, détrompez-vous. Tout avait été annoncé, tout avait été prévu, en 2007, et personne ne voulait écouter. Dans ce documentaire, nous allons décrypter ligne par ligne, mot après mot, ce fameux discours de Munich. Nous explorerons les liens secrets avec les réseaux d'agents dormants, les sociétés secrètes russes et même un ancien code issu du KGB lui-même. Chaque détail vous révélera à quel point nous avons sous-estimé la stratégie du Kremlin. Préparez-vous à voir le monde autrement. Si ce type d'enquête vous fascine, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater les révélations des prochaines vidéos. Car certaines choses ne peuvent être dites qu'une fois. Le 10 février 2007, la ville de Munich est recouverte d'un manteau de brume grise. Le froid est mordant. Dans l'enceinte feutrée du Bayerischer Hof, un hôtel luxueux qui semble abriter un monde à part, les couloirs résonnent du pas feutré des militaires, diplomates, chefs d'État, espions, stratèges et membres d'un réseau que peu de journalistes osent nommer. L'élite mondiale de la sécurité. La conférence sur la sécurité de Munich bat son plein. On y échange les formules classiques de la diplomatie, des déclarations prudentes, des gestes fins. Jusqu'au moment où le président russe, Vladimir Poutine, s'avance vers le pupitre. Son regard est dur, froid, précis. Il n'a pas de fiche, pas de prompteur. Son discours semble écrit dans sa mémoire. Et ce qu'il va prononcer, mot après mot, va résonner dans le silence d'une pièce mal préparée à entendre ce genre de vérité. Ce n'est pas un discours, c'est un manifeste. Et pire encore, un avertissement codé. Les premiers mots sont polémiques, mais rien d'insurmontable. Poutine critique l'unilatéralisme américain, les guerres préventives, le mépris du droit international. Les représentants de l'OTAN haussent les sourcils. Les diplomates prennent des notes. Un malaise s'installe. Mais personne ne réagit encore. Puis, tout s'accélère. Nous assistons à une situation où un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision a émergé dans le monde. Un seul centre, une seule force, une seule volonté. Ce sont des mots qui réveillent dans les mémoires les grandes stratégies géopolitiques du XXe siècle. Mais pour qui connaît les vieux lexiques du KGB, c'est aussi un code. Car à Moscou, les anciens du renseignement utilisent ces termes pour désigner une domination hostile, une structure pyramidale d'influence globale. Un ennemi invisible. Ce modèle est non seulement inacceptable, mais également impossible dans le monde actuel. Traduction, la Russie ne l'acceptera plus. Pire, elle se prépare à le renverser. Ce que peu ont remarqué ce jour-là, c'est que le discours de Poutine est truffé de phrases à double sens. Des expressions utilisées dans les cercles fermés du GRU, le renseignement militaire russe, connu des seuls initiés. Par exemple, les États-Unis ont franchi leurs frontières nationales dans tous les domaines, dans l'économie, dans la politique et dans la sphère humanitaire qu'ils imposent aux autres États. Le mot « franchi les frontières » est une formule que l'on retrouve dans d'anciens mémos soviétiques pour désigner l'expansion d'un empire prédateur. Et chez les stratégistes russes, cela justifie automatiquement une doctrine de riposte symétrique. Mais le plus troublant est ailleurs.
Certains analystes de l'époque, dont les rapports ont été classifiés pendant des années, affirment que le discours de Poutine suit la structure d'un ancien discours de Lavrenti Beria, le chef du NKVD sous Staline. Une rhétorique indirecte, mais chargée de messages codés à destination des alliés du bloc soviétique. Dans le texte de Poutine, plusieurs fragments seraient en réalité des balises discursives, signalant à certains réseaux russes dormants à travers le monde que le réveil de l'Empire est officiellement lancé. Dans la salle ce jour-là, tout le monde écoute, mais pas de la même façon. À la gauche du président Poutine, un homme discret prend des notes sur un carnet noir. Il s'appelle Igor Sergoun. À l'époque, il est inconnu du grand public. Mais en coulisses, il est déjà pressenti pour diriger le GRU. Sergoun connaît le code. Il sait que chaque mot prononcé par son président est un déclencheur. Plus loin, un autre personnage, un certain Dimitri Kozlov, attaché à l'ambassade russe en Allemagne, regarde vers le fond de la salle. Il cherche des signes. Pas des mots. Des gestes. Des acquiescements. Des réponses silencieuses à des messages muets. Ce jour-là, selon un rapport intercepté des services allemands, plusieurs agents russes ont quitté la conférence précipitamment, juste après le discours, pour rejoindre des points de communication souterraines. La presse n'en parlera jamais. Mais une chose est claire. Le discours a été entendu par ceux à qui il était vraiment destiné. L'un des éléments les plus étranges du discours de Munich, c'est son timing. Car quelques semaines plus tôt, en janvier 2007, une série de réunions très privées a eu lieu à Novgorod, en Russie. Officiellement, il s'agissait d'un séminaire entre oligarques et représentants de l'Église orthodoxe. Officieusement, il s'agissait d'une coordination secrète entre les membres du groupe appelé le Cercle de Rurik, un regroupement discret de stratèges, anciens militaires, religieux et milliardaires favorables à une reconstruction impériale de la Russie. Le Cercle de Rurik aurait, selon certains témoignages exfiltrés, validé un plan à long terme de reprise d'influence russe sur les anciennes sphères d'influence soviétiques, y compris l'Europe centrale et les Balkans. Le discours de Munich aurait été l'acte 1 de ce scénario. Dans les mois suivants, des mouvements financiers suspects, des fusions d'entreprises stratégiques et des cyberattaques ciblées ont eu lieu. Tout semble suivre un plan écrit à l'avance. Des documents fuités par un ancien analyste du FSB, réfugié en Suède en 2011, révèlent une structure stratégique en 3 phases, connue sous le nom de RRR, Haute-Case, Zdevig, Vozrojdeni. Refus, Haute-Case. Contester l'ordre unipolaire mondial, ce fut Munich 2007. Renversement, Zdevig. Attaquer les structures de contrôle occidentales, ce fut la Crimée, les manipulations électorales, les campagnes de désinformation. Réveil, Vozrojdeni. Reconstruire l'Empire, symboliquement et militairement, ce que certains analystes estiment être en cours depuis la guerre en Ukraine. Ce plan aurait été lancé par le discours de Munich et suivi à la lettre par les organes profonds du pouvoir russe, y compris ceux que même les ministres ne contrôlent pas, les services, les clubs d'oligarques et les chefs spirituels nationalistes. Un détail étrange a longtemps été ignoré dans les vidéos du discours de Munich. Juste après une phrase clé, « Nous ne pouvons pas accepter un monde dirigé par une seule puissance », Poutine pose son verre, vide. Ce geste, anodin en apparence, a une signification précise dans la gestuelle du KGB. Le moment du signal noir, celui où un plan validé entre membres d'un cercle doit être enclenché. Ce symbole fut utilisé pendant la guerre froide, lors de certaines réunions secrètes du Politburo. Le fait qu'il ait posé un verre vide et non rempli juste après cette déclaration signifie symboliquement « l'heure est venue, que tout commence ». Enfin, ce qui est le plus fascinant dans le discours de Munich, ce n'est pas ce que Poutine a dit, mais ce qu'il n'a pas dit. À aucun moment, il ne parle ouvertement de la reconquête des territoires, de l'Ukraine, ni même de l'élargissement de l'OTAN comme une ligne rouge absolue. Mais dans les mois qui ont suivi, chaque action russe a répondu aux omissions volontaires du discours. C'est comme si Munich 2007 était une partition musicale silencieuse, jouée uniquement pour ceux qui en possédaient de la clé. Et aujourd'hui encore, des chercheurs en cryptanalyse du langage politique estiment que plusieurs passages de ce discours correspondent à des codes temporels, des phrases qui, lues dans un certain ordre, donnent des dates.
des ordres, des séquences. À l'intérieur des archives du patriarcat de Moscou, un document ancien, jauni par le temps, est verrouillé dans un coffre blindé. Ce manuscrit, rédigé en vieux slavon ecclésiastique, porte un titre aussi mystérieux qu'intrigant. Dogovor Rurika, littéralement le pacte de Rurik. Ce nom, à lui seul, fait frissonner ceux qui s'intéressent aux racines profondes du pouvoir russe. Car Rurik, fondateur mythique de la dynastie qui donna naissance à la Russie, n'est pas qu'un personnage historique. Il est le symbole d'un empire perdu, que certains rêvent de réveiller dans l'ombre. Et depuis les coulisses du discours de Munich, un cercle discret aurait remis ce rêve en marche. Leurs membres, religieux orthodoxes, ultra-conservateurs, officiers de l'ancien KGB, oligarques patriotes et quelques figures de l'intelligentsia russe. Leur mission, restaurer la grandeur de la Sainte Russie par tous les moyens. Ce cercle, que les services occidentaux appellent sobrement « cercle de Rurik », serait à l'origine d'un plan de reconquête géopolitique codé et déclenché le 10 février 2007 à Munich. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie est plongée dans le chaos. L'économie s'effondre, les mafias prospèrent, l'âme du pays semble éteinte. Mais dans les monastères du Nord, au sein des anciens réseaux du GRU, quelque chose survit. Des voix s'élèvent. Pas dans la presse, ni dans les parlements. Mais dans les réunions secrètes organisées dans d'anciens bunkers soviétiques ou dans des ermitages isolés. Ces voix affirment que la Russie n'a pas été vaincue. Elle a été trahie de l'intérieur. Le cercle de Rurik apparaît dans ces années-là, autour de 1993-1994. Il ne s'agit pas d'un groupe officiel. Aucun statut, aucun financement direct. Mais des réunions très précises, une idéologie forte et un objectif clair. Préparer le retour du pouvoir russe sous une forme hybride, entre tradition tsariste, autorité orthodoxe et intelligence stratégique soviétique. Ils ne veulent pas recréer l'URSS. Ils veulent faire mieux. Une sainte Russie stratégique, souveraine, autosuffisante, technologiquement redoutable. Et surtout, intouchable. Certains spectateurs attentifs du discours de Munich ont noté un détail discret mais symboliquement chargé. Poutine portait ce jour-là une petite croix orthodoxe argentée, visible quelques instants lorsqu'il ajuste sa veste. Officiellement, il s'agit d'un cadeau de sa mère, béni en Terre Sainte. Mais dans les cercles du cercle de Rurik, ce pendentif est bien plus que cela. Il représente le sceau d'allégeance à une mission divine de restauration impériale. Un insigne que seuls les membres initiés du cercle arborent dans certaines circonstances symboliques. En d'autres termes, le discours n'était pas uniquement politique. C'était une proclamation rituelle. Une déclaration à la fois spirituelle, stratégique et ésotérique. Les idéologues du cercle de Rurik ont élaboré une doctrine secrète, nommée dans certains documents internes comme la Trinité de Rurik. Elle s'articule en 3 phases. Renaître, restaurer la foi orthodoxe, rééduquer les élites russes, nettoyer les institutions de l'influence occidentale. Reprendre le contrôle des anciens territoires d'influence. Ukraine, Géorgie, Moldavie, Balkans. Non pas toujours militairement, mais par infiltration, rachat d'infrastructures clés, subversion politique. Régner, s'imposer comme le nouveau centre de l'ordre mondial multipolaire, basé sur des valeurs slavo-chrétiennes, face à un monde décadent et athée. Cette doctrine a été diffusée dans les écoles militaires russes sous des formes camouflées dès 2008. Chaque général de brigade, chaque cadre du FSB en connaît les principes, même s'il n'en connaît pas toujours l'origine occulte. Dans les mois qui ont suivi Munich, plusieurs entreprises européennes ont vu apparaître des investissements russes massifs. Énergie, télécommunications, médias. Mais ce que peu savent, c'est que ces acquisitions répondaient à un plan précis nommé Opération Saint-Georges, révélé dans un document confidentiel intercepté en 2014 par les services de renseignement polonais. L'objectif ? Placer des agents économiques et culturels russes au sein même des structures de pouvoir européennes. Pas besoin de soldats. Il suffit de posséder la fibre, les serveurs, les banques, les logiciels. Certains chercheurs affirment que dès 2009, plusieurs réseaux bancaires d'Europe de l'Est étaient déjà sous influence russe indirecte,
à travers des holdings opaques gérés depuis Chypre et la Suisse. C'était la phase 2 de la doctrine de Rurik. Reprendre sans se battre. Un autre élément clé du plan de reconquête est l'émergence, à partir de 2010, de sociétés paramilitaires russes agissant à l'étranger. Wagner, ENOT, Redut, officiellement indépendantes, ces sociétés sont en réalité structurées autour de vétérans du GRU et du FSB, mais également de membres du clergé militaire orthodoxe. Un lien discret, mais capital. Les chefs de certaines de ces milices prêtaient serment sur un exemplaire annoté de la Bible slavonique, contenant des passages modifiés, codés. Ces versions sacrées altérées seraient l'œuvre d'un ancien moine défroqué du monastère de Diveevo, aujourd'hui introuvable. Il aurait travaillé à la création d'un livre tactique sacré, mélangeant instructions militaires et récits religieux, destiné aux nouveaux croisés de l'Empire russe. La milice Wagner, en particulier, serait la branche exécutive de certaines directives du cercle. Elle n'obéit pas qu'au Kremlin. Elle répond à une chaîne parallèle, plus ancienne, plus enracinée. Voici une découverte fascinante. Plusieurs passages du discours de Munich, lorsqu'ils sont traduits en slavon ancien, semblent correspondre à des dates ou à des configurations astrologiques précises. Par exemple, la phrase « Les tentatives de résoudre certains problèmes en contournant les Nations Unies sont non seulement inefficaces, elles sont extrêmement dangereuses » contient, selon une lecture acrophonique, lecture des premières lettres en slavone, la séquence suivante. F M22 V9 4. Un chercheur indépendant russe exilé à Prague affirme que cette séquence désigne F février, M Munich. 22 est l'année 2022. VIA guerre, Voïna. 9 4 9 avril, début de l'opération réelle. Or, ce chercheur a publié sa découverte en 2011, bien avant la guerre en Ukraine. Coïncidence ? Ou code réellement encodé depuis 2007 ? Dans la partie la plus discrète du Kremlin, une salle de conseil contient une icône géante représentant Saint Alexandre Nevski tenant une épée de feu. Ce détail pourrait sembler folklorique. Il ne l'est pas. Car depuis 2007, l'Église orthodoxe russe est devenue un organe stratégique du pouvoir, notamment par son patriarche Kirill, lui-même soupçonné d'avoir collaboré avec le KGB sous le nom de code Mikhailov. Le lien entre Poutine et Kirill ne se limite pas à la religion. Il est doctrinal. Ensemble, ils ont validé une série de sermons secrets destinés à préparer les consciences russes à la reconquête, y compris militaire, comme une mission spirituelle. L'un de ces sermons, daté de 2010 et jamais diffusé publiquement, contient la phrase suivante. « Celui qui défend la terre sainte des Slaves combat dans la lumière du Très-Haut. Toute chute d'un ennemi est une élévation de l'âme russe. » Certains officiers de Wagner se sont fait tatouer cette phrase. En 2015, un manuscrit médiéval est redécouvert dans un couvent abandonné à Tver. Ce texte, daté de 1582, contient une prophétie qui aurait été dissimulée par les tsars successifs. Elle commence ainsi: « Lorsque l'aigle double parlera à l'Occident dans la ville des ombres, commence la troisième marche du Nord. Le premier mot ne sera pas compris. Le second détruira les murailles. » Certains interprètent cela comme une référence directe au discours de Munich, ville des ombres, prononcé par la Russie, l'aigle à deux têtes. Ce serait donc le premier mot. Le second? La guerre? Le troisième? Encore à venir. Le discours de Munich n'était que la première carte posée sur la table. Le cercle de Rurik n'a pas disparu. Il aurait changé de nom, migré vers des structures numériques et intégré la logique de la guerre hybride totale. Certains anciens du cercle, aujourd'hui en exil, parlent de la voie de Veliki, une plateforme codée dans laquelle les nouveaux dirigeants du projet impérial communiquent mot par métaphore, chiffres et liturgie modifiée. Et un message posté en 2024 dans ce réseau souterrain annonçait « Le troisième mot sera parlé sans langue. Il passera par les flammes, les chiffres et les silences. » Ce mot est presque là. Dans les manuels militaires du cercle de Rurik, une doctrine revient de manière obsessionnelle. L'information précède le missile et la croyance remplace le drapeau. À la suite du discours de Munich en 2007, la Russie ne s'est pas lancée immédiatement dans une guerre ouverte. Au contraire,
elle a discrètement redéfini la guerre elle-même. Une guerre sans soldats en uniforme, sans déclaration officielle. Une guerre dont les bombes sont des idées et les munitions, des récits. Cette guerre-là s'appelle la guerre cognitive. Et elle est la pièce maîtresse du projet rurikien. À partir de 2008, plusieurs départements de la défense russe sont restructurés. Mais ce n'est pas le nombre de tanks ou de chasseurs qui augmente. Ce sont les unités d'analystes, de linguistes, de scénaristes, de psychologues. Une nouvelle division voit le jour au sein du GRU. La 6e direction, surnommée Soglazy. L'harmonisation. Son but ? Créer des récits capables de reprogrammer les imaginaires collectifs de l'Occident. L'idée centrale est simple. Vous n'avez pas besoin de conquérir un pays si ses habitants vous supplient de les libérer de leur propre système. La 6e direction ne travaille pas seule. Elle collabore avec des cybercriminels reconvertis, des théologiens orthodoxes, des spécialistes en théorie du complot et des développeurs de jeux vidéo et d'applications mobiles. Pourquoi ces derniers ? Parce que le cerveau humain capte plus rapidement une idée quand elle lui est présentée sous forme ludique ou immersive. À partir de 2011, un phénomène étrange est détecté sur les forums New Age en France, en Allemagne et en Italie. Des comptes anonymes partagent des théories mêlant tradition gnostique, anciens textes slaves, prophéties bibliques obscures et dénonciation d'un empire occulté, mondial. Ces messages, souvent signés par des pseudonymes exotiques comme Vassili 33 ou Écho de Novgorod, deviennent viraux dans certaines communautés en ligne. Très vite, ces théories évoquent l'arrivée imminente d'un nouveau roi du Nord, porteur d'une sagesse perdue, venu purifier l'Europe par la réinitialisation des valeurs. Ce roi mystérieux, une métaphore du projet rurikien. Les services de contre-ingérence français découvrent plus tard que ces récits sont produits par un laboratoire basé à Saint-Pétersbourg, financé par une ONG à façade culturelle. Nom de code de l'opération, Troisième œil. Objectif, infiltrer les milieux spirituels occidentaux, semer le doute et proposer une alternative divine. La Russie comme guide messianique. À partir de 2015, plusieurs influenceurs français, allemands, espagnols, issus du milieu dissident, survivaliste ou même écologique, changent progressivement de ton. On observe une valorisation soudaine du modèle russe comme modèle sain et viril. Des critiques systématiques des institutions européennes, des références récurrentes à l'orthodoxie, à l'Empire byzantin ou à la Sainte Russie. Ces influenceurs ne sont pas forcément conscients d'être utilisés. Certains reçoivent des fonds via des plateformes opaques. D'autres sont invités à Moscou pour des conférences culturelles avant d'être intégrés dans des cercles d'influence russes. En 2018, le Parlement européen reçoit un rapport confidentiel listant 142 influenceurs pro-russes actifs en Europe, surnommés en interne les Rurik Boys. Ils forment une armée douce, répartie entre YouTube, TikTok, X, anciennement Twitter, et Telegram. Leur mission ? Désaxer la perception de la réalité chez les citoyens européens. La guerre cognitive repose sur une trilogie développée en 2012 par le cercle de Rurik. Glace de confusion. Introduire des récits contradictoires dans l'opinion publique pour affaiblir la confiance dans les médias classiques. Glace de fascination. Glorifier la figure du leader fort, silencieux, spirituel, en opposition aux dirigeants occidentaux. Glace de fracture. Exacerber les tensions internes, identitaires, religieuses, sociales, pour faire imploser les sociétés. Ces stratégies sont appliquées avec une précision chirurgicale, testées d'abord dans les anciennes républiques soviétiques, puis diffusées en Europe et aux États-Unis. Dans le code source de certains bots pro-russes actifs en France, on trouve des lignes de programmation avec des mots-clés religieux slavoniques, comme si chaque algorithme était, à sa manière, une liturgie numérique. En 2019, un rapport interne du Vatican soulève une inquiétude. La montée d'un christianisme oriental mystique, mêlé à des idées ultranationalistes russes, commence à infiltrer certaines franges du clergé catholique en Europe de l'Est.
Le rapport évoque notamment des prêtres formés en Biélorussie et en Russie, venus discrètement enseigner dans des séminaires italiens et espagnols, distillant des idées comme la fin du pape comme autorité spirituelle mondiale, l'émergence d'un pape du Nord, l'union à venir entre Moscou et Rome contre l'islamisme et le matérialisme global. Ces idées sont perçues comme délirantes par certains. Mais elles gagnent du terrain, particulièrement auprès de jeunes religieux en quête de repères. En 2022, une lettre anonyme parvient au pape François, signée Duc Aurorae, le chef de l'aurore, prédisant qu'en 2025, le soleil de la foi se lèvera à l'est. Ce que peu savent, c'est que la Russie a développé depuis 2016 une intelligence artificielle dédiée à la modélisation des croyances collectives. Projet secret porté par l'Institut Novae Mens à Moscou, cette IA nom de code Stikos analyse en temps réel des millions de données issues de forums spirituels, de groupes Telegram religieux, de recherches Google liées à la prophétie, la fin des temps ou l'éveil. Stikos ne prédit pas les événements. Elle modifie leur probabilité. Elle propose aux stratèges russes les récits à diffuser en priorité pour maximiser leur impact psychologique. En 2023, un rapport classé Ultra Secret Défense par l'OTAN affirme que plusieurs vagues de panique eschatologique en Allemagne, en Roumanie et en Espagne auraient été déclenchées artificiellement par des narratifs guidés par cette IA. Enfin, l'un des éléments les plus inquiétants du projet rurikien est le développement d'une plateforme numérique cachée dans le Darknet, nommée Neva, comme la rivière de Saint-Pétersbourg. Cette plateforme regroupe des vidéos prophétiques en plusieurs langues, des documents pseudo-religieux validant une guerre sainte, des kits de croisade pour influenceurs, images, citations, musique rituelle, manuels d'endoctrinement. On y trouve des vidéos où des figures habillées en prêtres orthodoxes, masqués, déclarent « L'Europe redeviendra blanche, pure, orthodoxe. Le feu vient de l'Est. Préparez vos cœurs, vos foyers, vos fils. » Des copies de cette plateforme ont été retrouvés dans des ordinateurs d'ultranationalistes en Hongrie, en Serbie et en Espagne. Le but ultime n'est pas de convaincre. C'est de faire croire aux gens qu'ils ont eux-mêmes eu l'idée. À partir de 2024, le cercle de Rurik aurait mis en place un programme secret visant à créer des leaders spontanés dans les sociétés occidentales. Ces personnes, souvent instables mais charismatiques, sont exposés à des récits précis à travers des campagnes subliminales. Une fois imprégnées, elles croient avoir reçu une révélation. Plusieurs de ces individus ont émergé sur Internet. Ils prétendent avoir des visions, annoncent la fin de l'Europe libérale et appellent à une communion avec la Russie christique. Certains sont suivis par des dizaines de milliers de personnes. Et leur message, bien que farfelu, porte les graines d'un monde renversé. En février 2025, une phrase mystérieuse apparaît simultanément sur plusieurs comptes pro-russes, forums ésotériques et même sous une vidéo YouTube virale en Allemagne. Le troisième mot a été prononcé. Personne ne comprend. Mais les analystes de l'OTAN, eux, frémissent. Car ce troisième mot, c'est le dernier acte du plan annoncé dès 2007 à Munich, par le discours de Poutine. Le premier mot, la déclaration, Munich. Le deuxième mot, la guerre visible, Ukraine, Syrie, Afrique. Le troisième mot, la transmutation mentale globale. Et si nous étions déjà en train de le vivre? En apparence, le discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007 n'est qu'un acte diplomatique musclé, un avertissement destiné à l'Occident. Mais pour ceux qui connaissent les arcanes du langage symbolique russe, ce discours est un rituel, une invocation voilée. Dans la tradition ésotérique slave influencée par les vieux croyants, l'orthodoxie mystique et les textes apocryphes, chaque grand événement politique doit s'accomplir en 3 étapes, chacune marquée par un mot sacré. Munich 2007, ce n'était pas une simple conférence. C'était le premier mot. Les élites initiées du cercle de Rurik, un noyau secret issu d'anciens boyards, d'agents spirituels et de stratèges, savaient que ce discours activait une prophétie oubliée, datant du règne d'Ivan le Terrible. 3 mots seront semés. Le monde s'agenouillera quand le dernier sera prononcé par la bouche d'un chef aux yeux de froid.
Nous y sommes. Le deuxième mot fut prononcé le 24 février 2022, à l'aube, lorsque l'armée russe franchit les frontières de l'Ukraine. Mais selon des documents exfiltrés en 2023 d'un monastère militaire près d'Arkhangelsk, l'invasion n'était pas seulement militaire. Dans les semaines précédentes, une série de messes secrètes avait été célébrée dans des catacombes orthodoxes, orchestrées par des prêtres au service du cercle de Rurik. Le rituel portait un nom effrayant. Obreteni Istini, la réapparition de la vérité. L'objectif ? Consacrer le conflit comme guerre sainte, purificatrice, guidée par les anges de l'Est. Des artefacts anciens furent déplacés. Une croix d'enfer forgée de l'époque de la ruse de Kiev, des manuscrits pseudo-évangéliques et une copie du livre de l'ombre blanche, interdit depuis le XVIIe siècle. Le deuxième mot, ce fut la déclaration de purification. Et cette purification devait culminer dans l'effondrement mental de l'Occident. En janvier 2025, plusieurs observateurs indépendants rapportent une série de phénomènes étranges. Des monastères abandonnés, réoccupés soudainement en Biélorussie, des voix diffusées à 3h33 du matin sur des ondes radio cryptées en Sibérie, et surtout, un passage biblique ancien retranscrit dans une vingtaine de langues sur les réseaux sociaux. Et le sceptre s'élèvera du nord, non de haine mais d'ordre, et l'épée ne coupera pas les corps, mais les pensées. C'est à ce moment que les spécialistes en sémantique du renseignement européen s'alarment. Car le lexique employé est exactement celui des manuscrits ésotériques du cercle de Rurik, notamment celui du cantique du troisième empereur. Ce troisième mot n'est pas un mot audible. C'est un basculement de conscience orchestré. Dans les 2 mois qui suivent, les instituts de sondage européens rapportent des données incohérentes. Hausse brutale de la défiance envers toute institution, État, Église, science, adhésion croissante à une idée d'un ordre venu de l'Est, et montée fulgurante d'un messianisme anti-occidental chez les jeunes. Nous y sommes. Le troisième mot a été semé. Un tournant survient lorsqu'un ancien manuscrit, attribué au métropolite Philarion de Kiev, XIe siècle, refait surface à Sofia en Bulgarie lors d'une vente illégale. Ce texte jamais traduit en Occident contient une prophétie. Quand l'Ouest oubliera son âme et que la foi se dissoudra dans le bruit, un fils du Nord, muet et résolu, portera 3 mots. Un pour éveiller, un pour purger, un pour régner. Ce manuscrit est authentifié par plusieurs chercheurs en slavistique. Il évoque même un empire néo-rurikien, un concept totalement inconnu jusqu'alors, sauf pour certains théoriciens du renseignement qui l'avaient déjà vu inscrit sur les murs de l'ancienne prison du GRU à Balachika. L'interprétation dominante aujourd'hui parmi les analystes spirituels est la suivante. Le premier mot, JH Munich 2007, la parole de rupture. Le deuxième mot, JH Ukraine 2022, la parole de feu. Le troisième mot, JH Conquête mentale 2025, la parole de cristal. Et ce troisième mot serait le fondement du projet ultime. Depuis plusieurs mois, une figure revient dans les discours pro-russes les plus mystiques. Le grand Rurik, présenté comme l'héritier spirituel de Vladimir Poutine, mais plus jeune, plus secret, plus mystique. Certaines sources l'identifient comme Alexei P., né à Novgorod, élevé par des moines, jamais vu en public, mais déjà désigné comme chef du renouveau. Des photos floues, des vidéos chuchotées, des messages signés AR7 alimentent le mystère. Un passage récurrent revient dans ces vidéos. Je ne suis pas le successeur, je suis la fin du cycle. Je n'hérite de rien, j'ouvre. Je suis la serrure, le verrou et la clé. Les initiés du cercle de Rurik lui attribuent déjà le titre de Rurik II, unificateur du Nord mystique, censé rassembler la Russie, la Biélorussie, la Serbie, certaines parties de l'Allemagne et de la France en cas d'effondrement politique majeur. Dans les coulisses de cette prophétie, un acteur discret joue un rôle central. Une confrérie monastique radicale basée au mont Athos, surnommée l'Ordre Noir du Feu d'Essiquia. Ce groupe, formé de moines extrémistes, conserve une copie du livre de Barlam, un texte ésotérique interdit par Constantinople, qui évoque un siècle de bruit, un siècle de ruine, un siècle d'ordre sous la croix brisée,
mais restaurée dans l'étoile du Nord. Il croit que l'Europe doit être purifiée par le feu symbolique d'une croisade inversée, menée non plus par Rome ou Jérusalem, mais par la Sainte Russie régénérée. Des pèlerins politiques et militaires russes y font régulièrement retraite. Et selon certaines rumeurs, Poutine y aurait envoyé ses fils spirituels. En 2024, un document confidentiel circule parmi les cardinaux les plus influents du Vatican. Intitulé Dominus Silenti, le Seigneur du silence, ce document compile les indices, signes et signaux faibles liés à l'émergence d'un messianisme russe. Parmi les extraits les plus troublants, un témoignage d'un exorciste italien affirmant que la Russie prépare une liturgie inversée, des rêves récurrents de moines franciscains dans lesquels une voix murmure « Le Nord jugera Rome » et une vision d'un évêque syrien voyant la croix inversée remplacée par une étoile blanche sur fond rouge. Le Vatican aurait décidé de ne pas alerter le public pour ne pas déclencher une panique religieuse. Mais un cardinal anonyme, dans une lettre transmise à des journalistes en janvier 2025, écrit « Ce n'est pas une guerre, c'est une liturgie de conquête, et nous avons oublié comment prier. » Les services de renseignement européens classent désormais l'empire rurikien comme une entité géopolitico-mystique émergente. 3 scénarios circulent dans les think tanks les plus fermés. Le Rurik occulte, l'Occident s'effondre culturellement, économiquement et spirituellement. Le Rurik II émerge comme sauveur d'un monde démembré. Il crée une Eurasie spirituelle, avec Moscou comme Jérusalem renouvelée. Le Rurik dévoilé, la guerre cognitive atteint son paroxysme. Une série d'attaques hybrides plonge l'Europe dans le chaos. L'empire rurikien sort de l'ombre et proclame un ordre nouveau. Le Rurik refoulé. Une alliance secrète entre le Vatican, certains francs-maçons, les initiés soufis et des cercles orientaux dévoile le plan et le neutralise avant qu'il ne s'achève. Mais une chose est certaine, le 3e mot a été lâché, et il ne peut être repris. Ce que vous venez de découvrir dépasse la géopolitique. C'est une guerre du réel. Une guerre contre notre perception, contre nos âmes. Nous ne pouvons plus seulement nous défendre avec des lois, des sanctions ou des armes. Nous devons retrouver nos symboles, nos récits, nos forces invisibles. Car l'empire rurikien ne s'emparera pas de nos frontières. Il s'emparera de nos mythes, de nos prières, de nos rêves. Et c'est là que le combat commence. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez traversé ce récit jusqu'à son terme. Alors vraiment, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, de vous laisser emporter par ces faits, ces mystères, ces signes que certains veulent à tout prix enterrer. Ce que nous venons de vivre ensemble, ce n'est pas juste une vidéo. C'est un voyage à travers les couches invisibles du monde. Un monde où les discours cachent des codes, où les symboles gouvernent les actes, et où l'histoire officielle n'est qu'un voile. Vous êtes de ceux qui cherchent à comprendre plus loin, plus profondément. Merci pour votre attention, votre curiosité, votre ouverture. Votre présence ici, jusqu'à la dernière seconde, donne un vrai sens à ce travail. Et si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un frisson, un doute, une étincelle d'éveil, alors ce récit a accompli son but. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines révélations. Parce que ce que nous venons de commencer ensemble, ce n'est que le début. À très bientôt.